au-delà de cette laïcité dans l'école, une présentation exclusivement juridique. C'est-à-dire que vous donnez les armes pour voir appliquer tout simplement la laïcité dans notre monde. Alors pour tenter de répondre quand même aux questions qui me sont posées, j'adopterai un plan qui va se décomposer comme suit, si vous l'acceptez. Une définition, tentative de définition de la laïcité. La frontière entre sphère publique et sphère privée, qu'est-ce que c'est? Un rappel de notre dispositif juridique, de nos armes démocratiques pour voir appliquer la laïcité. Et cette laïcité qui irradie tout l'espace du droit en général, au-delà même de l'éducation et de l'école, mais dans le droit du travail, dans le droit de la famille, dans le droit de la presse, dans le droit pénal, etc. Alors tout d'abord, ma première interrogation en venant vous voir, c'était de me dire, mais c'est quoi la laïcité? Moi je suis avocat, je ne suis pas un spécialiste de la laïcité, et j'ai donc travaillé sur un ouvrage de M. Pénaruis, que vous connaissez parfaitement, j'imagine. Qu'est-ce que la laïcité? Et ce qui m'a intéressé, je vous le soumets à votre sagacité, cette définition qui me semblait la plus parfaite, entre guillemets. La laïcité est un principe de droit politique. Elle recouvre un idéal universaliste d'organisation de la laïcité et le dispositif juridique qui tout à la fois se fonde sur lui et le réalise. Le mot qui désigne le principe laïcité fait référence à l'unité du peuple, en grec le laos, telle qu'elle se comprend dès lors qu'elle se fonde sur trois exigences indissociables: la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions spirituelles, leur sexe ou leur origine, et la visée de l'intérêt général, du bien commun à tous, comme seule raison d'être de l'État. La laïcité consiste à affranchir l'ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une religion ou d'une idéologie particulière. Elle préserve ainsi l'espace public de tout morcellement communautariste ou pluriconfessionnel, afin que tous les hommes puissent à la fois s'y reconnaître et s'y retrouver. Cette neutralité confessionnelle se fonde donc sur des valeurs clairement affichées et assumées. L'État laïque n'est pas vide, il incarne le choix simultané de la liberté de conscience, de l'égalité, ainsi que de l'universalité, qui lui permet d'accueillir tous les êtres humains sans privilège aucun, accordé à un particularisme. La définition est complexe, je l'entends, mais les mots-clés y sont exprimés, et plus encore, ce qui me semblait, moi, le plus pertinent, c'est que la raison d'être de la laïcité consiste à promouvoir ce qui est commun à tous les hommes, et non à certains d'entre eux. Donc c'est sur ce terrain-là que le droit s'est fondé, me semble-t-il. Alors qu'est-ce que c'est que la sphère publique, la sphère privée? Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, je suis un simple juriste, et pour nous, la frontière, elle repose sur une seule chose. La frontière, c'est la loi. Alors, il y a d'un côté la liberté fondamentale, la laïcité. C'est la liberté fondamentale. Et ensuite, il y a les restrictions qui sont prévues par la loi. Et voilà ma frontière intellectuelle en qualité de juriste pour affronter sphère publique, sphère privée. Alors, qu'est-ce qu'une loi? Vous le savez aussi bien que moi. En démocratie, c'est une décision prise par le peuple souverain et qui énonce une règle commune valable pour tous. Donc, a priori, la laïcité, c'est valable pour nous tous. On a un caractère général de laïcité et on doit tout simplement l'appliquer. Elle n'est pas faite, cette laïcité, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs, les athées, les agnostiques, mais pour que chaque homme dispose pleinement dans sa vie personnelle de sa faculté de libre choix, d'une conviction religieuse ou non, j'ai bien dit ou non, et que l'exercice de cette faculté ne s'assortisse ni d'un privilège, ni d'une stigmatisation. Donc, il nous faut promouvoir tout ce qui est commun à tous les hommes, et non à certains d'entre eux. Et si j'avais une métaphore sur la frontière entre sphère publique et sphère privée, je dirais que la sphère publique, c'est ce qui est universel, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous est commun, la liberté de conscience, l'égalité, l'universalité. A contrario, la sphère privée, ce serait tout simplement le singulier, l'identité, la culture, notre religion, notre conviction. D'un côté l'universel, de l'autre côté le singulier. Et c'est la dimension universelle qui doit primer, en tout cas dans la sphère publique. Tout marquage des institutions publiques ou du droit par une option particulière déroge à cette universalité. Voilà donc
ma définition, entre guillemets, en tout cas mon analyse en qualité de juriste, sur qu'est-ce que cette frontière publique et privée. Quoi qu'il en soit, vous l'imaginez que les dimensions sont bien plus complexes que cela, et nous irons sur un terrain pratique pour essayer de vous démontrer, notamment sur le droit du travail, la facilité, ou pas d'ailleurs, d'avoir une dimension universaliste ou une dimension privée. Quoi qu'il en soit, je me dois aussi de vous alerter sur le fait que la laïcité, ce n'est pas simplement un principe philosophique brillant que nous partageons tous. C'est surtout un moyen aussi démocratique pour le voir appliqué. Et le moyen démocratique pour le voir appliqué, c'est tout simplement le droit. Donc, on va voir comment le droit nous donne l'arme objective pour voir appliquer cette laïcité. En l'espèce, quand même, considérons que nous n'avons pas le monopole de l'intelligence et qu'il existe d'autres modèles de rapport entre la religion et la politique. Alors, je vous donne ça sur l'Europe, hein, bien évidemment, je ne peux pas aller au-delà. Simplement vous rappeler qu'il y a au moins 4 figures typiques en Europe qui sont différentes des nôtres. Vous avez notamment, la première, c'est la religion d'État. Dans les pays de protestantisme anglican, vous savez, la religion d'État existe, c'est concevable. Il existe également le système concordataire, que là aussi vous connaissez, des États souverains concèdent à l'Église, notamment par le truchement d'accords avec les autorités religieuses, des emprises publiques plus ou moins étendues. On en parlait tout à l'heure, notamment l'Alsace-Lorraine, éventuellement l'Espagne. Encore, il existe également, on attribue aux religions des avantages divers, comme par exemple un financement recueilli par les impôts, par un impôt religieux, par exemple en Allemagne, ou la faculté d'intervenir dans les écoles publiques pour y dispenser un enseignement religieux, en Slovénie, en Espagne, en Irlande. Et enfin, il existe notre postulat à nous, France, celle de la séparation laïque des églises et de l'État, excluant toute ingérence de l'autorité politique dans les affaires intérieures des églises et toute emprise de l'Église sur l'espace public. Voilà donc notre postulat, et c'est notre République qui l'a investi. Alors, ça ne repose pas sur rien. Pour se défendre face à cette laïcité, incontestablement, nous avons des textes. L'intervenant tout à l'heure vous les a soulignés de façon extrêmement pertinente. Je dirais simplement que aujourd'hui la laïcité est une liberté fondamentale. Ce n'est pas simplement une idée vague, c'est une liberté fondamentale inscrite. Et nous sommes fondés sur des normes à la fois nationales, internationales et européennes. Je vous les rappelle très brièvement, simplement pour vous dire qu'il existe bien sûr comme norme internationale majeure la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle vous le dit, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Également, cet article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été complété par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Encore, le pacte a été étoffé. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, la liberté majeure, c'est incontestablement la laïcité. Les restrictions, c'est la loi. Et nous n'irons pas au-delà. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 novembre 1981, vous le savez, la déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Donc des normes internationales, mais également des normes européennes que vous connaissez. Je vous les rappelle, la Convention européenne des droits de l'homme, article 9, également la directive européenne du 27 novembre 2000 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Le droit français également, tout simplement, avec la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce principe de laïcité de l'Église, de l'État, pardon, excusez-moi, oui, ce principe de laïcité de l'État, oui, c'est dommage. Ce principe de laïcité de l'État résulte de l'article 1er également de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État, là aussi, un bastion, un fondement intellectuel de cette séparation
entre l'Église et l'État. La liberté religieuse est une liberté fondamentale, c'est un des principes majeurs de la République. Voilà donc des vrais fondements juridiques qui vous permettent d'asseoir le principe de laïcité. Ce n'est pas simplement le fruit d'une démarche philosophique. C'est le terrain du droit qui vous l'impose. Alors maintenant, j'entends essayer de vous démontrer par un exemple très concret, très simple, c'est que cette laïcité, elle irradie le droit français en général, vous l'imaginez. Le droit est cette arme démocratique qui va vous permettre d'appliquer cette laïcité. C'est donc la liberté fondamentale, c'est la laïcité. Les restrictions, celles prévues par la loi. Alors je vais prendre un exemple très pratique parce que c'est un peu mes spécialités. Ce sera le droit du travail et la laïcité. Alors, comprenez tout simplement qu'en droit du travail, le principe, c'est la laïcité, bien sûr, qui repose sur des textes, là encore, que vous connaissez, le Code du travail, article 132.1, interdiction de la discrimination religieuse à tout stade de la vie professionnelle. À tout stade de la vie professionnelle, dans le cadre de recrutement, d'un stage, d'un licenciement, d'une formation, bien sûr, interdiction de discrimination. Également l'article 1321.3 du Code du travail, dans le règlement intérieur, il ne peut pas être énoncé, vous l'imaginez, de dispositions contraires au principe de laïcité. Mais cette liberté du droit du travail peut être limitée. Elle peut l'être, mais de façon que si elle est fondée sur la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. À défaut, c'est la laïcité qui prime. C'est incontournable. Alors maintenant, allons encore un petit peu plus loin sur le droit du travail. Et je sais que nous avons parmi vous des enseignants, j'imagine, de l'école publique. Et nous avons une première singularité en droit du travail, si j'ose dire, c'est qu'il existe quand même la singularité des services publics. C'est-à-dire que le service public est neutre. La laïcité est absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'égalité. Les usagers doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur conviction. Voilà. Également, l'administration et les services publics doivent donner toutes les garanties de la neutralité, mais doivent aussi en présenter les apparences pour que l'usager ne puisse douter de cette neutralité. Donc, égalité, neutralité dans le service public. Toute manifestation de conviction religieuse dans le cadre du service est donc interdite. Et le port de signes religieux l'est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. A contrario, vous avez compris que les usagers du service public, eux, ne sont pas soumis à ce principe. On est d'accord que seuls les gestionnaires du service public, ils sont assujettis. A contrario, les usagers ne le sont pas. Et donc, un usager qui n'a pas un comportement qui trouble l'ordre public peut effectivement, incontestablement, manifester sa religion. Alors ensuite, il y a toute une glose, effectivement, sur le service public, quand même, sur ces frontières du service public. Vous savez que la puissance publique, des fois, délègue de plus en plus la gestion ou l'exploitation de certaines activités. En l'espèce, sachez, pour le moins, que le droit est très clair. L'obligation de neutralité ne peut s'imposer que si l'activité prise en charge par la personne privée est une activité de service public. Si elle n'est pas de service public, elle n'a pas à s'imposer. Alors maintenant, plus précisément sur les entreprises privées. Que se passe-t-il? Deux types d'entreprises privées. Les entreprises dites de tendance. Vous voyez à peu près ce que c'est. On l'a connu par le biais de, je crois, la jurisprudence Babilou. Entreprise de tendance, c'est celles qui ont une conviction préalable contre un objectif, tel une association à but laïque ou à but religieux. Par exemple, être professeur dans une école privée religieuse, est-ce compatible avec le divorce? Voilà. Eh bien, sachez que parfois, lorsque vous adhérez dans ces entreprises de tendance, dites de tendance,
et que vous avez adhéré à une charte, une réflexion intellectuelle sur, par exemple, la religion catholique, effectivement, un enseignant ne pourrait peut-être pas divorcer. En tout cas, ça pourrait légitimer son licenciement. Quoi qu'il en soit, intellectuellement, ça pourrait être intéressant de savoir si on pourrait avoir aussi des entreprises dites de tendance laïque. On peut avoir des entreprises de tendance religieuse, pourquoi ne pas avoir des entreprises de tendance laïque? En l'espèce, le droit ne l'a pas admis, sachez-le, car la laïcité ne peut être considérée comme une tendance. Si l'on fait de la laïcité une tendance, alors on la dévalue, en la réduisant à un choix. Elle n'est plus le principe constitutionnel partagé par tous. Dès lors, on ne peut pas avoir d'entreprises neutres, des entreprises de tendance laïque. Ça n'est pas concevable. Alors ensuite, il reste les entreprises neutres, les plus classiques tout simplement, où là, sachez-le, il y a une obligation absolue de respecter la liberté religieuse de tous dans l'entreprise. Et c'est là parfois où il y a quelques exacerbations, vous le savez. On a vu des éléments et on va essayer d'y travailler très simplement. Comprenez, vous l'avez compris, que quelque part, le principe de la laïcité, parfois des restrictions, et les restrictions en droit du travail, c'est proportionné à la réalisation de l'objectif poursuivi ou à la nature de la tâche. Quoi qu'il en soit, encore, rappelez-vous qu'une loi du 11 octobre 2010 sur la liberté religieuse des salariés est intervenue, assez atypique. Elle aussi, je vous la soumets pour vous rappeler qu'elle prévoit qu'il est formellement interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public, ou affectés à un service public, évidemment. Ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'est plus concevable, dans un lieu ouvert au public, qu'une femme, par exemple, soit intégralement voilée. Et là aussi, impact objectif, je dirais, sur les entreprises classiques. Alors comment, au quotidien, éventuellement gérer, en pratique, le fait religieux dans une entreprise privée? C'est compliqué. Alors, il faudra, en théorie, admettre 6 limites qui ont été élaborées par la jurisprudence. 6 limites. La loi, c'est la laïcité. Les limites dans une entreprise, c'est la protection des individus, avec les règles d'hygiène et de sécurité, la liberté de conscience des autres, le prosélytisme, la bonne marge de l'entreprise, c'est-à-dire les aptitudes nécessaires à la mission, manipulation entre produits, l'organisation du travail, l'uniforme, l'organisation nécessaire à la mission, aménagement horaire, et les impératifs commerciaux liés à l'intérêt de l'entreprise. Alors, vous donnez les exemples concrets pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Alors, c'est quoi la sécurité et l'hygiène? C'est une restriction possible. Eh bien, nous avons des cas concrets. La jurisprudence a dû s'y pencher. Et on a pu justifier éventuellement un licenciement. Un maçon refuse de mettre son casque de protection sur le chantier au motif que ses convictions religieuses lui interdisent de couper ses cheveux. Vous avez compris, il y a un risque majeur sur l'hygiène et la sécurité pour lui. Un machiniste refuse de tailler ou de protéger sa barbe au motif que ses convictions lui interdisent de raser sa barbe, etc., etc. Également, un salarié ne pourra pas faire de prosélytisme. Il faudra évaluer si la personne fait un état d'un zèle ardent, vous l'imaginez. Hein. Mais quoi qu'il en soit, la jurisprudence, elle aussi, s'y est penchée. Et un salarié, s'il profite de ses fonctions de formateur pour faire du prosélytisme, c'est une cause de licenciement. Un salarié multiplie les digressions ostentatoires orales sur sa religion, là aussi, ça peut être un motif de licenciement. On ne doit pas entraver les aptitudes nécessaires à sa mission. Un salarié travaillant dans le rayon boucherie d'un magasin alimentaire refuse d'être en contact avec de la viande de porc, ça n'est pas concevable. Une cuisinière ne veut pas goûter au plat de viande non égorgé et refuse de toucher les bouteilles de vin en se prévalant de ses convictions religieuses, ça n'est pas concevable. Encore, le respect de l'organisation du travail, vous l'imaginez, le respect des horaires, le respect des lieux de travail, les techniques professionnelles, etc., peuvent justifier un licenciement avec des cas concrets, là encore. L'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché, dès l'instant où celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public. Également sur la manifestation de la liberté de conscience, qui ne doit pas entraver l'organisation nécessaire à la mission.
Je voudrais simplement vous dire qu'un salarié demande une autorisation d'absence pour fête religieuse au dernier moment et cela perturberait l'organisation du service, ça peut être trouble à l'entreprise. Un coordinateur refuse d'assister, même sans manger, à des déjeuners professionnels pendant la période de son jeûne, là aussi, ça peut être cause de licenciement. Enfin, les impératifs commerciaux liés à l'intérêt de l'entreprise. J'aimerais quand même vous rappeler ce qui est intéressant dans cette jurisprudence, c'est-à-dire que, même si vous voulez une image de neutralité de votre entreprise et demander une tenue neutre, vous ne pouvez pas le faire très simplement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Le principe, c'est que si vous voulez interdire le foulard, la kippa ou autre signe installatoire, il faudra le justifier sur des dimensions objectives et pertinentes. Voilà. Car le principe étant la laïcité. Alors encore, en droit du travail, on essaie de désexacerber les choses, on essaye de tendre à l'apaisement. Dès lors sont nées des initiatives, que je soumets là encore à votre sagacité, initiatives favorisant l'adhésion du salarié par des chartes de la laïcité et la diversité, tentatives de critères d'évaluation des situations à risque, repères sur le fait religieux dans l'entreprise, à l'usage des managers et responsables. Ceci pour vous dire simplement que la laïcité est source d'exacerbation parfois, qu'on y va avec apaisement, avec fragilité, et on essaie de respecter les autres, mais là aussi, le respect de l'autre, c'est ça la laïcité, c'est respecter l'autre dans sa croyance aussi. Alors j'en ai presque fini, car je pourrais en parler longtemps, mais je voulais simplement vous dire que le droit dans sa globalité, il est là pour vous défendre quelque part et voir appliquer cette laïcité. Et donc, ça irradie tous les autres droits que vous connaissez aussi bien que moi. J'ai envie de vous dire que le droit de la famille est irradié, tout simplement, par la laïcité. Vous le savez, si le mari ne peut, sous peine de porter atteinte à la liberté de conscience de sa femme, interdire à celle-ci de pratiquer la religion qu'elle a délibérément choisie, il est en droit d'exiger que ce choix n'ait pas d'incidence grave, sur la vie conjugale et familiale. La religion ne doit pas non plus atteindre et perturber gravement la famille. Le caractère excessif d'une pratique religieuse peut constituer un abus, cause de divorce. Vous voyez, en droit de la famille aussi, c'est applicable. J'avais pris également comme exemple le droit de visite d'hébergement. Vous voyez, qui garde l'enfant? Eh bien là encore, la laïcité irradie, va jusque-là. Constitue des motifs graves justifiant la suspension du droit de visite d'hébergement, le fait pour le père de faire peser sur ses filles des pressions morales et psychologiques, notamment en exigeant d'elles le port du voile islamique et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines. Même le droit de visite d'hébergement peut être influé par la laïcité. Également, en droit pénal, je ne vous apprends rien, mais toutes les discriminations qui sont fondées sur la religion, sur l'opinion, sur la conviction, et notamment la religion. Donc la discrimination peut être fondée, malheureusement, et délit pénal au niveau de la religion. Également, la dissimulation forcée du visage, dont on faisait état tout à l'heure. Avoir un visage totalement voilé, aujourd'hui, est un délit pénal. Également, sur la loi de la presse, j'en ai pour une minute, l'injure. Alors, l'injure, c'est pas tout à fait la laïcité, mais quoi qu'il en soit, lorsque M. Mbala nous fait ses délires, d'accord, eh bien, la jurisprudence est claire. On ne se fonde pas sur son opinion. On ne se fonde pas sur sa liberté d'opinion. Pour le critiquer au niveau juridique, on se fonde sur le fait qu'il a visé des personnes particulières en raison de leurs croyances en général, et non pas sur le principe de liberté d'opinion. Il a le droit de s'exprimer, mais il n'a pas le droit de viser les gens en raison de leurs croyances. Enfin, il y a tous les délits à caractère raciste que vous imaginez. Ceci pour vous dire qu'heureusement, aujourd'hui, la laïcité dispose de moyens matériels, juridiques, pour se défendre. J'en ai quasiment fini pour vous dire qu'effectivement, de nouveaux concepts commencent à naître. Le vivre ensemble, par exemple, dont on faisait état il y a quelques instants. Également, certains réclament aujourd'hui une législation précise sur la laïcité. Pourtant, la Commission nationale consultative des droits de l'homme considérait que cela n'était pas opportun, aujourd'hui en tout cas,
au motif qu'il faut se prévenir de toute construction d'une nouvelle laïcité plus restrictive et qui risquerait d'enfermer toute expression de la liberté religieuse dans la stricte sphère intime, ce qui serait contraire à la loi de 1905 et attentatoire aux libertés fondamentales et au principe d'égalité. Donc il ne faut pas trop la réduire, effectivement, cette laïcité. Alors moi, je pense que pour ouvrir le débat un tout petit peu, en guise de conclusion, je crois qu'effectivement la laïcité est une composante de la fraternité. La laïcité ayant une vocation de rassembler et non de diviser. Donc je finirai sur les mots de M. Pénard-Ruiz, qui nous dit en substance, croyant des diverses religions ou athées, se voient reconnaître la liberté absolue de conscience et d'égalité dans tous les domaines, ce qui implique la neutralité confessionnelle de l'État et son souci de mettre en valeur ce qui unit tous les hommes. Les valeurs laïques répondent à cette exigence, liberté, égalité, fraternité. La fraternité authentique peut advenir entre les hommes dès lors qu'ils forment un monde commun à tous, où nul n'est privilégié, ou au contraire stigmatisé du fait de son origine ou de sa croyance religieuse ou non. Je vous remercie infiniment. Merci. En effet, d'une part, il convient de distinguer au moins deux sphères publiques qui ont chacune des déclinaisons spécifiques. La première, qu'on peut appeler politique ou institutionnelle, est le lieu de l'expression citoyenne pour la gestion du bien public et de l'intérêt général. C'est clairement à cette première que faisait référence Monsieur le Préfet. Cette sphère, en effet, ne saurait dépendre d'aucun intérêt particulier. Et une déclinaison spécifique de cette première vision se trouve en France avec les services publics. Comme ça vient d'être rappelé, les personnels, les fonctionnaires, pour respecter l'égale dignité et l'égal des droits des personnes qui ne peuvent être ni favorisées ni discriminées par leurs convictions religieuses, ces fonctionnaires doivent être d'une neutralité absolue à l'égard des convictions religieuses. Alors que les usagers, comme vient de le rappeler Maître Goodman, sont libres de leur comportement dans les seules limites de l'ordre public et des nécessités du fonctionnement du service. Ainsi, l'université est un lieu public qui doit respecter l'expression des convictions d'étudiants qui sont majeurs, mais le faire dans l'esprit qui garantit un espace pacifié pour apprendre à transmettre l'esprit civique. Par contre, mais je n'insiste pas, Jean-Paul Delahaye l'a fait brillamment, l'école publique, depuis 2004, la neutralité s'applique aussi bien aux élèves qu'au personnel. La seconde sphère publique, qu'on peut appeler sociétale, la rue, les commerces, cet espace, c'est l'espace où tous les citoyens se rencontrent, circulent et sont libres donc de s'associer et donc d'y exprimer leurs convictions, aux seules réserves, là encore, de respecter l'ordre public et les libertés fondamentales. Et bien sûr, l'égal droit des personnes. En effet, cette sphère sociétale doit permettre justement le débat citoyen. Par contre, la sphère privée, elle, concerne le domicile familial, mais aussi les engagements associatifs, mutualistes, syndicaux ou politiques. Et par conséquent, séparer strictement cette sphère publique sociétale de la sphère privée ne peut pas avoir de fondement en démocratie, car les individus n'entrent pas dans cet espace commun en laissant à la maison toutes leurs convictions profondes qui orientent leur conduite. Ils agissent, s'identifient socialement, adoptent des positions politiques en fonction justement de ces valeurs et de ces convictions. Mais on voit aujourd'hui un autre espace se profiler, c'est le cyberespace, qui prend des caractéristiques particulières d'expression sociale. Avec Internet, la catégorisation des problèmes de société n'est plus réservée aux médiateurs traditionnels, que ce soit les enseignants, les journalistes, les artistes, les éditeurs ou le clergé, mais revient entre les mains de chaque utilisateur. Alors que les médias de masse
depuis l'imprimerie jusqu'à la télévision, fonctionner d'un centre émetteur vers une multiplicité réceptrive, tout ça à la périphérie donc, de ces émetteurs. Aujourd'hui, les nouveaux médias interactifs fonctionnent de tous vers tous dans un espace qui n'a pas de centre. Cette situation nouvelle brouille encore la sphère privée, et sa distinction avec la sphère publique. En effet, elle intervient directement dans la sphère privée. Tout courrier électronique peut se retrouver exposé dans un forum. Pour peu qu'il ait été filmé, le moindre faux pas d'un politicien, d'une vedette ou d'une compagnie risque de se voir exhibé sur YouTube ou, comme quelques exemples récents l'ont montré, sorti plusieurs années après. Le moindre mouvement d'attention dans le cyberespace, qu'il s'agisse d'une recherche sur Google ou d'une exploration sur Facebook, est enregistré de manière ou d'une autre et peut servir à mieux cibler la publicité qui s'affiche à l'écran. Il est donc illusoire de vouloir opérer une séparation nette entre cet espace sociétal et l'espace privé. Mais si on le fait souvent, c'est parce que cette erreur est le produit d'une double confusion communément admise. Notre République serait une et indivisible, et la loi de 1905 confinerait la religion et les convictions personnelles à la sphère privée. Notre République n'est pas une et indivisible, car elle serait uniforme dans ce cas. Or, si c'est souvent invoqué par certains, et c'est fréquemment, y compris par des responsables politiques, c'est bien pour indiquer que la diversité ne peut pas véritablement s'exprimer dans l'espace public, qu'elle doit être confinée dans le domicile familial. La République est en effet, depuis la Constitution, depuis le préambule de la Constitution de 1946, elle est seulement indivisible. En ne retenant pas une, les constituants à l'époque indiquaient qu'ils reconnaissaient la diversité d'une République qui ne saurait être uniforme. Mais comme on était à la sortie de la guerre et de la résistance, les constituants voyaient bien que cette France était divisée entre la collaboration et la résistance. Mais ils affirmaient qu'elle devait être indivisible pour respecter l'égalité des droits des citoyens. Et en conséquence, ils affirmaient à la fois cette indivisibilité, mais en même temps, ils indiquaient qu'elle ne pouvait pas être traduite structurellement, et par conséquent, ils donnaient la méthode. Cette République indivisible devait être laïque, démocratique et sociale. Aussi, la reconnaissance réciproque par l'ensemble des cultures constitutives de la nation et le rapport mutuel à l'édifice commun doivent renforcer la République et donc renforcer et garantir son indivisibilité. De même est fausse l'affirmation trop fréquente selon laquelle la loi de 1905 aurait renvoyé la religion à la sphère privée, ce qui serait totalement stupide, puisque la religion, par définition, sort les individus d'un espace privé pour partager l'expression collective d'une croyance. Dire que la religion est affaire privée signifie simplement qu'elle ne dépend plus de l'État, que chaque citoyen est libre de croire ou de ne pas croire ou de changer de religion. Car ce qui relève de la sphère privée, c'est uniquement la foi, la conviction athée ou le doute agnostique, qui doivent être également protégés dès lors qu'est assurée la liberté de conscience. Mais la liberté de religion suppose celle des cultes, qui ne peut être réellement garantie que si elle s'exerce dans un espace visible ou dans des lieux publics. Et en démocratie, toute singularité d'expression des convictions ne peut pas être renvoyée à l'espace privé. Notre société est durablement multiculturelle. Il n'est pas possible d'interdire l'expression de cette diversité sans remettre en cause la démocratie elle-même. L'espace public ne peut pas être neutre, car il serait ou triste à mourir, ou un enfer totalitaire. Les revendications identitaires ou les pratiques religieuses doivent pouvoir légitimement s'exprimer sur la place publique, y compris avec conviction, sans contrainte donc ni suspicion, aux seules conditions, encore une fois, de respecter l'ordre public, les libertés fondamentales et l'égalité et la dignité des personnes. L'expression de ces convictions est une liberté publique pouvant s'exercer pleinement dans le cadre des lois de la République. Et pour ça, notre jurisprudence, en particulier celle du Conseil d'État, est faite d'un équilibre tout à fait efficace.
En particulier, toute la Troisième République, de grands débats autour des processions, des sonneries de cloches. Et chaque fois, le Conseil d'État a bien signifié que les sonneries de cloches, par exemple, étaient autorisées, à condition qu'elles ne troublent pas le sommeil nocturne, et que les athées militants devaient les supporter dans la journée parce que cela ne dépassait pas les inconvénients normaux du voisinage en société. Donc un équilibre, c'est possible, mais ça a des limites. De même, les deux arrêts récents sur le Burkini, par exemple, où le Conseil d'État a clairement indiqué que s'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public, eh bien, il n'y avait pas de raison de faire des arrêtés interdisant de porter un quelconque vêtement. De même, sur le dernier arrêt sur les crèches de Noël, le Conseil d'État a très bien expliqué que c'était parfaitement dans la tradition de la loi de 1905 que de considérer qu'il pouvait y avoir différentes sortes de crèches, que certaines n'étaient pas religieuses, et que, par contre, il ne pouvait pas y avoir de personnages dans les lieux publics relevant du Nouveau Testament, pas de place pour Marie, Joseph ou Jésus, mais par contre qu'il pouvait y avoir effectivement, dans le respect d'une tradition culturelle, si elle était justifiée, la possibilité de sortir une crèche, y compris, bien sûr, dans l'espace public sociétal, mais y compris dans des lieux de service public comme les mairies, à la condition effectivement que ce soit tout à fait momentané et justifié par une tradition. C'est-à-dire que le principe, c'est bien qu'il ne peut pas y avoir d'expression religieuse dans un établissement public. Il a donc donné raison au recours que la libre pensée avait fait à ce sujet. La distinction, par contre, qui est nécessaire en fonction de la séparation du public et du privé, est bien liée à un environnement historique et social. Cette frontière est à la fois mouvante et perpétuellement en cours de redéfinition, ainsi que les relations donc sont obligatoirement de nature dialectique si on veut pouvoir les régler efficacement. Par exemple, en 1954, l'abbé Pierre, député, pouvait plaider en soutane à l'Assemblée nationale pour le droit au logement. Le chanoine Kir, député maire de Dijon, pouvait à la même époque marier en soutane. Aujourd'hui, cela paraîtrait impensable. La loi n'a pourtant pas changé. Il n'y a pas si longtemps, dans les hôpitaux publics, on pouvait être soigné par une sœur en cornette. On a aujourd'hui formé suffisamment d'infirmières pour que cela ne soit plus nécessaire. Mais à l'époque, même les plus anticléricaux acceptaient les soins de ces femmes voilées. Donc on est passé par tradition où effectivement il y a eu une évolution des mœurs et de la société qui fait que ce qui paraissait hier tout à fait banal devient tout à fait insupportable aujourd'hui. On est passé d'une dominante de lieux clos, où la sphère privée avait peu d'espace et où la vie quotidienne se déroulait sous le regard surveillant d'autrui, à une dominante de lieux ouverts, où l'anonymat de chacun les affranchit de ce regard surveillant et où la diversité des conduites est admise. On connaît mieux des gens par Internet que son voisin le plus proche. Ce mouvement a provoqué la sécularisation de la religion et a diminué les empreintes cléricales sur le fonctionnement social. Il a entraîné une privatisation de fait de la religion, permettant d'instaurer la liberté de croyance individuelle. La sincérité d'une foi ne devait plus nécessairement s'exprimer de façon ostensible, ni se soumettre à des rites imposés par une hiérarchie religieuse. Croyance et émancipation paraissaient se concilier aisément pour des personnes éduquées, d'autant que les chemins de l'émancipation et de la liberté étaient identiques. Dans la période actuelle, une déconnexion entre la croyance individuelle et la religion comme organisation collective s'accentue dans les différentes sociétés modernes. L'individuation résultant du recul des normes privées argumente et augmente la capacité et la volonté de chaque individu de construire des références plus par ses propres choix que par des reproductions dominantes de valeurs héritées. La liberté de religion est de façon plus nette, non seulement une liberté d'appartenance, mais aussi la liberté de l'individu d'avoir face à la religion une libre relation de proximité ou de distance.
Mais dans le même temps, les mutations sociétales n'ont pas eu pour seul effet de déplacer les lignes de partage entre sphère publique et sphère privée. Elles rendent encore plus impensable aujourd'hui qu'hier un cantonnement strict de leur positionnement, de leurs domaines respectifs. Chacun peut en effet constater à quel point le recul des institutions privées, églises ou mouvements de pensée, syndicats ou partis politiques ou puissances paternelles auxquelles l'État avait abandonné l'ordre privé, a provoqué par compensation une demande d'intervention étatique dans des champs encore naguère hors de sa portée. Législation sur les rapports de couple, sur les droits de l'enfant, sur la procréation, sur la bioéthique, etc., etc. Le public, donc, que ce soit par la législation, par des interventions des services sociaux, par des décisions juridictionnelles, ce public fait irruption dans ce qui relevait jadis d'une sphère privée, essentiellement patriarcale. On protège mieux les victimes de la violation des droits. Les violences domestiques, l'inceste, les maltraitances d'enfants font l'objet de bien plus de recours et de poursuites qu'au temps où les voisins préféraient ne pas entendre parce qu'on disait charbonnier et maître chez soi. Inversement, l'individuation contamine en quelque sorte l'espace public par le renforcement de valeurs privées, dans une sorte de privatisation des rapports politiques. Si l'économie se privatise depuis un quart de siècle, le sociétal, lui, s'est fortement publicisé. Le mariage pour tous paraissait inenvisageable au siècle dernier. Ce double mouvement brouille encore davantage la distinction théorique entre public et privé. Et comme à ce mouvement général s'ajoutent les effets des brassages migratoires en termes de diversité culturelle, l'uniforme, pris dans tous les sens de ce mot, perd du terrain pour le meilleur et pour le pire. La revendication de reconnaissance des différences et des singularités est plus forte que jamais. Cette demande d'autonomie, dans laquelle chacun cherche à se composer une pluralité d'appartenance, pose la question de relégitimer un espace public souvent dévalorisé. Aussi, il est nécessaire d'avoir une réflexion en profondeur sur les modalités et la résolution de questions qui peuvent paraître urticantes, parce que dans l'espace public, certains comportements peuvent déranger. Et lorsque le désarroi produit par l'ampleur des mutations sociétales débouche sur des replis identitaires ou fondamentalistes divers, ou sur l'attirance pour l'irrationnel autoritaire des sectes, eh bien, on voit souvent qu'il y a une volonté d'un recours à la loi qui n'est pas forcément toujours la bonne solution la bonne façon d'apporter des solutions. En effet, et je vais aborder la question des accommodements. Toute société ne peut fonctionner sans accommodement. La question est brouillée dans notre pays parce qu'est intervenu dans le débat les accommodements raisonnables du Québec. Et effectivement, notre tradition républicaine ne peut pas admettre que telle ou telle communauté dispose de droits particuliers au nom du fonctionnement de la communauté. Des accommodements qui sont l'inspiration même de la République. Donc, si notre République ne peut pas accepter une juridiction des accommodements, il est bien clair qu'elle n'a pu fonctionner que par une pratique intelligente d'accommodement. Tout au long, Jean-Paul l'a expliqué sur 2 ou 3 sujets. On pourrait les multiplier sur d'autres, j'en aborderai quelques-uns dans quelques instants. Mais ce qui est bien clair, c'est qu'il n'est pas question d'accorder ce qui est d'une pratique pragmatique, intelligente, de situations qui permettent d'évoluer, non pas pour du laxisme, mais pour faire en sorte que chaque individu progresse et comprenne qu'en aucun cas, ça ne doit porter atteinte à la fidélité à des principes, ça doit porter atteinte à l'intérêt des personnes. Donc il ne peut pas y avoir d'accommodement qui se transforme en compromission. Et je crois que c'est au nom de cette vision qu'il faut aborder toute une série de questions aujourd'hui.
car s'il n'est pas question de se fier à ce que le Québec a imaginé, parce que c'est une quasi-juridiction qui fait en sorte que, a priori, et on respecte les droits particuliers des personnes et non pas l'intérêt général, dans notre esprit, c'est bien l'intérêt général qui doit présider, mais cet intérêt général doit prendre en compte l'intérêt des personnes. Et si on prend toute une série de questions, des questions qui se font aujourd'hui dans le débat, on peut les prendre à leur juste valeur, J'allais parler du sport, c'est pour ça que je me suis trompé avec ballon. Parce que si aujourd'hui, sur certaines questions, on peut trouver ça irritant, qu'on montre, quand on a marqué un but, de droit vers Dieu pour le remercier, ça ne pose pas de grands problèmes. Si le stade toulousain, qui pendant longtemps mettait de l'eau de Lourdes au pied des buts pour pouvoir gagner le championnat de France, ça n'a pas aujourd'hui de grands problèmes. Mais peut-être que cette année, ça ne suffirait pas l'eau de Lourdes pour qu'il devienne champion de France. Donc vous voyez, ce n'est pas ces questions-là qui vont résoudre le problème. Par contre, invoquer comme Maradona la main de Dieu pour marquer un but n'est pas conforme à l'éthique sportive. Sur d'autres raisons, donc vous voyez qu'on n'est pas obligé d'invoquer la laïcité à tout propos. Sur l'affaire de la nourriture, Jean-Paul en a parlé, je ne dirai pas grand-chose. Sur les prières, par contre, sur les prières publiques dans la rue, bien sûr que c'est irritant. Bien sûr que ce n'est pas digne pour des personnes d'être contraintes de prier dans la rue. Pour autant, ça n'est pas formellement interdit. Les processions, la bénédiction des rameaux le dimanche des rameaux se place bien sur la place publique. Et ça a toujours été permis par la loi. Le Conseil d'État et plusieurs de jurisprudence du Conseil d'État dans la Troisième République qui, à chaque fois, refusait des arrêtés de maire interdisant les processions. Et même, puisque quand ces processions ne portaient pas atteinte à l'ordre public, il n'y avait aucune raison de les interdire. Et à l'époque, il a même été au-delà, puisque certains petits malins, de libres penseurs, avaient imaginé qu'en faisant une contre-manifestation, ça allait créer du trouble à l'ordre public, et donc ça devrait être interdit. Le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas suffisant. Donc, la question des prières dans la rue n'est pas formellement interdite. Par contre, on peut imaginer que ça doit se faire dans des conditions raisonnables et que ces conditions raisonnables doivent pouvoir permettre aussi à ce que les gens puissent prier dans des lieux dignes de ce nom. Sur la nourriture, je ne vais dire pas grand-chose puisque Jean-Paul l'a très bien fait. Simplement, il n'y a pas de raison qu'on dise que c'est obligatoire de manger telle ou telle nourriture, parce que cela condamnerait effectivement les enfants à aller ou ne pas manger. C'était le cas de la mairie de Lyon qui s'était aperçu que plus de 3000 enfants ne fréquentaient plus la cantine et concrètement ne mangeaient pas parce qu'il n'y avait pas une diversité des menus. Et donc, pas manger, ou alors aller vers des distributeurs ou des fast-food qui ne portent pas, aux portes des collèges et des lycées, qui ne contribuent pas au bon équilibre alimentaire. Donc là aussi, on peut être tout à fait raisonnable et avoir aujourd'hui, ça ne pose pas de problème, non pas avoir des menus de substitution, puisque ça en aurait l'idée qu'il y a une valeur au-dessus, non, mais tout simplement une diversité des menus pour que ce soit possible. Mais en même temps, vous savez, dans ma tendre jeunesse, le vendredi était consacré aux poissons. C'était pas mauvais pour la santé et ça n'a enfermé ni ramené personne à l'Église catholique. Donc, ensuite, oui, l'entreprise. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation de Maître Goodman. L'affaire Babilou, vous savez, c'est une affaire compliquée parce qu'il y a eu 4 jugements contradictoires et puis un arrêt définitif de la Cour de cassation en séance plénière. Et cet arrêt est tout à fait intéressant parce que je pense qu'il a été conçu pour à la fois être conforme avec la législation européenne, de ne pas prendre le risque que des jugements soient cassés par la Cour européenne, et en même temps qu'il démente un petit peu les jugements précédents. En particulier celui de la Cour d'arrêt de Paris, la Chambre d'appel de Paris, qui avait considéré qu'il pouvait y avoir des entreprises de conviction. Comme si ces entreprises de conviction, les entreprises de tendance, c'est bien clair, ça ne relève qu'un aspect religieux.
Donc certains revendiquaient effectivement que la conviction puisse être... Mais que serait cette conviction laïque qui se démarquerait? Est-ce que ce serait une laïcité, donc option spirituelle particulière, ce qui est contraire à notre tradition républicaine, ou alors que ce serait quoi? Donc le Conseil d'État, la Cour de cassation, pardon, a parfaitement défini qu'une entreprise qui doit effectivement équilibrer entre la liberté religieuse, qui est le principe de base, puisqu'il ne peut pas y avoir d'interdiction générale et absolue par rapport à la pratique religieuse, enfin, à l'expression de ses convictions religieuses, mais qu'elle peut être réduite à des conditions bien précises que vous avez parfaitement rappelées. Mais il a parfaitement ensuite indiqué que, dans certains cas, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, il pouvait y avoir des conditions qui diminuent l'expression de ces convictions religieuses dans des conditions bien définies qui doivent être argumentées et figurer dans le règlement intérieur et dans les contrats de travail. Donc je pense qu'il y a là un équilibre tout à fait intéressant qui ne nécessite pas effectivement de législation particulière. Dernier point, enfin, pour ne pas être trop long, les sorties scolaires. Et en particulier les sorties scolaires avec les accompagnateurs. Je dis accompagnateurs volontairement, alors qu'en général, on parle d'accompagnatrices et de mères de famille. Pour nous, il est bien clair que les sorties scolaires sont une activité pédagogique à part entière et qu'elles doivent s'inscrire donc dans le fonctionnement de l'école et donc parfaitement respecter la neutralité qui préside dans le service public d'éducation en matière religieuse. Mais pour autant, est-ce que le fait de porter, et donc par conséquent, il ne peut pas y avoir de prosélytisme, quel qu'il soit, par les accompagnateurs ou les accompagnatrices scolaires. Mais est-ce que le fait de porter un foulard est en lui-même un signe de prosélytisme? Je ne le crois pas, car d'une part, parce que dans beaucoup de quartiers, c'est tout à fait banal, que les enfants se reconnaissent ça sans problème, et que la mère de famille peut faire ça comme une forme à la fois valorisante et d'intégration qui lui permet d'être fière, de pouvoir accompagner, de remplir une mission au service de tous et de pouvoir accompagner des enfants dans cette mission-là. D'autre part, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une fois quelque chose qui stigmatise une femme, une religion particulière et un comportement. Et dans certains quartiers, il n'y aurait plus de sortie scolaire s'il n'y avait pas d'accompagnatrice qui porte un voile sur la tête. Par conséquent, je pense qu'il faut examiner dans chaque situation si effectivement c'est une provocation, parce qu'il ne faut pas nier que dans certains cas, ça peut être le cas, et par conséquent là, il faut que le directeur d'école, la directrice d'école, ou le chef d'établissement puisse s'y opposer. Mais si par contre c'est effectivement dans le cadre d'une sortie tout à fait organisée, pour quelqu'un qui n'a pas une vocation pédagogique particulière, mais qui est une fonction d'accompagnement, ça doit parfaitement être accepté. Mais il ne faut pas laisser les enseignants tout seuls à se débrouiller du problème. Et donc la hiérarchie de l'éducation nationale doit accompagner toute situation pour examiner quelle est la meilleure façon de sortir le problème. Mais méfions-nous de ne pas détruire ce qu'on prétend défendre et alimenter ce qu'on dit combattre. Les mères chez elles et les enfants restant dans leur quartier sans sortie scolaire. Tout ça pour combattre le communautarisme. Alors là aussi, sur le mot communautarisme, je crois qu'il faut qu'on soit un peu clair. Bien sûr que notre pays, aujourd'hui, est l'objet d'enfermements communautaires qui peuvent tout à fait être discriminants par rapport à la République. En même temps, il y a des solidarités communautaires qui ne posent aucun problème, qui au contraire permettent une meilleure intégration et un meilleur fonctionnement. Donc il faut distinguer ce qui relève de cette pratique normale, associative, syndicale, qui fait qu'on approuve de la sympathie, de l'efficacité à pouvoir vivre et agir avec d'autres, avec ce qui relèverait de droits particuliers pour telle ou telle structure et qui serait un enfermement communautariste tout à fait contraire à nos principes. Mais là aussi, soyons prudents quant au diagnostic qu'on peut faire sur différentes situations. Quand mon ami Alain Cordès, le président de cette fédération de la Ligue de l'enseignement, joue de la cabrette dans l'association Loup Pas de Loup, parce qu'il est une association amicale d'Auvergnat de Paris, ça ne pose aucun problème. C'est une association de convivialité, de fraternité, il n'y a pas de difficulté. Si c'est une association de Portugais, bon, mais c'est du folklore, ce n'est pas un problème. Par contre, si c'est une association de Maliens ou de Maghrébins,
là, les risques de communautarisme sont importants. Si on traite les choses comme ça, il est clair qu'on ne peut pas contribuer à une meilleure vision des problèmes et qu'on ne fait que stigmatiser les choses sans avancer sur quoi que ce soit. Par conséquent, si je vais terminer un petit peu par ça, il est important de tenir tous les bouts de la chaîne. Si les accommodements sont tout à fait indispensables parce qu'ils sont une exigence de la vie, mais ils doivent être raisonnables, c'est-à-dire guidés par la raison ou inspirés par la raison et guidés par la mesure. Et en même temps, on n'est pas obligé, comme disait Gandhi, d'approuver tout ce qu'on est obligé de tolérer. Par conséquent, il faut y avoir effectivement des actions bien précises qui permettent de lutter contre des formes qui vont à l'encontre de toutes les, justement, d'un vivre ensemble qui ne soit pas un côte à côte qui pourrait se transformer en face à face et en opposition, mais bien un vivre ensemble pour faire société et pour aller au-delà des choses. Et dans ces conditions-là, si on est respectueux des singularités, on peut demander aux personnes de faire l'effort nécessaire pour abandonner un peu de leurs caractéristiques, de leurs traditions culturelles, de leur passé, de choses qui peuvent permettre le bon fonctionnement ensemble, parce qu'ils auraient la garantie que ce qui les caractérise profondément est respecté. Et je pense que si on affirme effectivement que la singularité est respectée, on peut créer les conditions pour que l'expression de ces convictions parfaitement acceptables dans l'espace public soit faite de façon mesurée, modérée, pour permettre justement d'être intelligemment en situation de vivre avec d'autres. Enfin, pour conclure, je dirais que l'affirmation du principe de laïcité est à la fois et de façon pratiquement indissociable celle de la nécessaire séparation des églises, des convictions religieuses et de l'État, et qu'il est clair que la formule qu'utilisaient les républicains du début du XXe siècle, la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, me paraît tout à fait d'actualité pour toutes les religions, mais en même temps, il faut lier cette volonté de séparation avec le refus de voir une culture, quelle qu'elle soit, exercer sa domination sur les autres. Penser aujourd'hui la laïcité oblige à s'interroger à la fois sur la nécessité d'un pluralisme authentiquement démocratique, c'est une question universelle, avec la nécessité d'une démocratie authentiquement pluraliste, qui, elle, est une question singulièrement française. Et dans ce débat, Jean-Paul Delahaye avait raison de dire qu'il n'y a pas de république sans républicains. On sait bien que ceux qui ont le plus de chances de gagner dans le débat d'idées sont ceux qui savent le mieux où ils veulent et ce qu'ils veulent et sont prêts à se battre pour ces idées. Aujourd'hui, les gens qui défendent les valeurs auxquelles on croit quand on est laïque doivent réfléchir à la nature de leur engagement, de ne pas attendre tout de l'État ou de la loi ou de la police qu'elles disent et qu'elles fassent le travail à la place du citoyen, mais qu'on crée les conditions de respect de la singularité avec l'exigence d'avoir des valeurs partagées pour faire un destin commun. Et c'est en ce sens qu'on créera les conditions pour que la République soit partout et pour tous, fidèle à sa devise de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci. Vous avez parlé de société durablement multiculturelle. C'est une notion qui fait débat, puisqu'elle renvoie plutôt à un concept anglo-saxon. J'aimerais un peu que vous explicitiez davantage un peu ce terme, d'autant que dans la tradition républicaine, l'inclusion dans la société, ou le faire société comme vous l'avez exprimé, se fait plutôt autour du partage des valeurs de la République, et pas sur la prise en compte des particularismes. Du coup, j'aimerais vraiment que vous... J'aurais souhaité davantage aborder aussi d'autres notions que vous avez abordées qui posent débat, mais pour le moment, je me contenterai de celle-ci. Oui, il faut que ce soit bien clair. Il est nécessaire de distinguer le multiculturel, qui est un fait de société, qui est un fait objectif. On a différentes cultures, avec le multiculturalisme qui, lui, est une option idéologique et politique. Les pays anglo-saxons sont multiculturalistes. Ils sont multiculturels, mais ils ont adopté une formule qui est de reconnaître les communautés en tant que telles pour qu'elles puissent s'organiser et contribuer au fonctionnement social. La France est une république devenue de plus en plus multiculturelle,
Par un fait de société, par contre, elle ne reconnaît pas de droits spécifiques aux différentes communautés. Elle considère que ces communautés contribuent à la communauté nationale et que c'est une expression qui est tout à fait convenable et qu'on ne peut traiter ça que si on tient les deux bouts de la chaîne. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui, et je pense que ça renvoie à l'intervention de Jean-Paul Delahaye par rapport à l'éducation, si les gens n'ont pas le sentiment qu'ils ont les mêmes droits, on ne peut pas leur expliquer qu'il faut qu'ils aient les mêmes devoirs. Et s'ils n'ont pas les mêmes situations, s'ils n'ont pas les mêmes possibilités. Aujourd'hui, notre société est très diverse dans sa composition. Ça a toujours été le cas, plus ou moins. Vous savez, les Aveyronnais qui venaient à travailler à Paris, ils connaissaient ni la langue française pour la plupart, ils avaient un accent, et ils n'avaient pas du tout une connaissance de la ville. Ils s'intégraient parce que c'était le prix à payer en abandonnant leur accent, leur langue et leur modèle culturel, parce qu'il y avait l'ascension sociale qui était au bout. Aujourd'hui, dans un pays où on ne peut pas... Des fois, c'était d'ailleurs un escalier un petit peu difficile. Mais enfin, on pouvait progresser. Aujourd'hui, quand on n'est pas en mesure de garantir ça, ou on ne sait même pas où l'escalier, eh bien, il faut effectivement prendre en compte les singularités, parce que sinon, demain, liberté, égalité, fraternité, les gens ils vont dire on nous ment. Et la République n'est pas à la hauteur de la situation. Donc je pense que, bien sûr qu'il faut respecter les singularités. Il n'y a pas d'autre option en démocratie. Par contre, il faut le faire dans une volonté de rassemblement. Et je pense que Jean-Paul expliquait très bien qu'effectivement, il faut séparer pour mieux rassembler. Et c'est la fonction de la laïcité. Merci. Une autre question. Bonjour, moi je rebondis un peu sur ta notion de multiculturel. Je pense que la France est multiethnique, mais que dans l'enseignement, on devrait enseigner le récit national et non pas le multiculturel. Ça, c'est un premier point. Je reviens, moi, sur la notion d'espace, de sphère publique. Vous avez distingué les institutions et, au fond, la rue, ce que vous appelez la sphère sociétale. Bon, personnellement, je pense, et ça personne ne le dit, en tous les cas ici, c'est qu'il y a un vrai problème avec l'islam. Il y avait un problème en 1905 avec le catholicisme, qui a été dit catholicisme politique. Au jour d'aujourd'hui, il y a un islam politique qui prend ses racines dans un islam. Or, il se trouve que dans la rue, moi je suis désolée, mais je vais dire exactement ce que je pense, je trouve que l'espace public, la rue, est gangréné par les signes religieux portés par les femmes. Or, je suis féministe, les femmes ne se sont pas battues pendant des décennies pour ensuite être des étendards d'une religion. Donc, je voudrais la réponse à ce problème. C'est une zone grise et personne ne veut voir ou ne veut dire exactement ce qui se passe, mais dans les rues en France, les prières de rue devraient être interdites et malheureusement, il se trouve que ce sont les femmes musulmanes qui sont finalement les étendards de la religion. C'est un problème. Alors, il faut qu'on soit très précis. Vous savez, en 1905, la religion catholique normait, l'Église catholique normait les comportements sociaux et voulait diriger les consciences. C'est contre ça que les républicains se sont battus. Et ils ont trouvé un mot pour ça, ils n'ont pas parlé du catholicisme, ils ont parlé du cléricalisme. C'est-à-dire cette volonté de pouvoir contraindre les personnes au nom d'une vérité révélée. Et la première tendance a été, donc aujourd'hui, pour beaucoup de gens, considèrent que la République a maté les catholiques en 1905 et aujourd'hui, pour préserver notre modèle, il faudrait mater les musulmans. Or, c'est pas ça l'histoire. En 1900, ça a été d'abord une option des républicains, vu des comportements tout à fait inacceptables, en particulier des congrégations religieuses. Et ça a conduit la politique d'Émile Combes, qui était la réponse du berger à la bergère, avec des comportements inacceptables, il y avait des comportements pour le moins assez brutaux de la part des républicains. On a chassé les moines de leur monastère, les sœurs de leur couvent, on a supprimé les congrégations, vendu leurs biens aux enchères, chassé les moines, etc. Des mesures qui aujourd'hui sont impensables. Et là, Ferdinand Buisson, qui était pourtant un ami très proche d'Émile Combes, a considéré qu'on allait droit dans le mur et que la République et la laïcité avaient tout à perdre dans ces affrontements.
Et grâce à Jaurès et à Lycée de Briand, on a fait une loi, non pas de circonstance pour traiter les rapports avec l'Église catholique, mais une loi fondamentale de liberté qui concilie justement les chemins de l'émancipation et de la liberté. Et le pari qu'a fait Jaurès à l'époque, c'est-à-dire qu'en donnant la liberté à tous, on créerait les conditions de l'évolution de l'Église de l'intérieur par les catholiques eux-mêmes. Ça a mis du temps, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, mais c'est un pari qui était audacieux en 1905, un pari qui a été gagné. Alors aujourd'hui, oui, vous avez raison, il y a des comportements qui sont particulièrement irritants dans la rue, et c'est vrai que c'est pour l'essentiel de la religion musulmane. Rassurez-vous, demain, il y en aura d'autres, et je pense que les évangéliques qui sont en train de progresser dans ce pays, demain auront des comportements qui seront tout aussi irritables. C'est déjà le cas, ça va se généraliser. La question est de savoir comment on va gagner et comment on va faire en sorte que ces comportements deviennent non plus la règle, sont plus irritants. Je ne crois pas que ce soit par la répression, que le pari de tous ceux qui aujourd'hui voudraient retrouver la politique d'Émile Combes vont produire les mêmes effets. C'est par la liberté, c'est par la compréhension, c'est par l'empathie, c'est par un travail ensemble qu'on fera progresser les choses. Et je crois que ce travail n'est pas fait suffisamment, parce que Jean-Paul parlait de territoires perdus de la République. Oui, il y a des territoires perdus de la République, mais ce n'est pas l'État qui a été chassé, c'est l'État qui est parti. On a abandonné ces quartiers, il n'y a plus d'assistance sociale, on a laissé souvent la seule école le soin de fonctionner dans des conditions particulièrement difficiles, où les enseignants ne peuvent même plus habiter sur place. Bref, donc aujourd'hui, soyons exemplaires dans la République, et puis on verra qu'on pourra traiter des situations en distinguant parfaitement ce qui relève d'une pratique de l'islam, d'une pratique religieuse qui peut avoir des comportements irritants, et ce qui relève d'une pratique politique qu'il faudrait sûrement qualifier autrement d'islamiste pour qu'il n'y ait pas l'assimilation des deux. Parce que ce qui a permis aux lois laïques de fonctionner, c'est qu'elles ont été votées majoritairement par des catholiques. Ce que parlait Jean-Paul par rapport à Jules Ferry, qui était l'élu des encensoirs, eh bien oui, c'est-à-dire qu'il a bien fallu que les gens comprennent que leur intérêt était de combattre des pratiques politiques qui n'étaient pas acceptables. Donc je crois que c'est ce chemin-là qu'il faudrait emprunter, beaucoup plus que par des rodomontades ou des formules incantatoires qui n'ont aucun effet sur le réel. Quant à la situation des femmes, là, effectivement, je comprends que ça peut se poser un problème de combat féministe. Le problème, c'est que hier, les choses étaient relativement simples, sachant que c'est quand même tout à fait nouveau. Parce que Jean-Paul a rappelé tout à l'heure que le droit de vote a mis 100 ans, parce que pour beaucoup de républicains, les femmes n'étaient pas suffisamment autonomes pour pouvoir se décider par elles-mêmes, et donc elles seraient ou sous l'influence du mari ou l'influence du curé. Dans le premier cas, ça servait à rien, et dans le deuxième cas, c'était dangereux pour la République. Il a fallu très longtemps, y compris en 1944, quand elles ont obtenu le droit de vote, il y a eu débat, et ça n'a été voté pour l'Assemblée consultative d'Alger qu'aux 2/3, et beaucoup de militants laïcs avaient voté contre. Bref. Mais il a fallu donc les années 60, et en particulier les combats féministes, d'abord qui étaient menés uniquement par des femmes pour les libertés sexuelles, l'avortement, etc., pour que les laïcs comprennent que c'était aussi un combat qui devait les concerner. Donc c'est relativement tout à fait récent le lien qu'on fait entre laïcité et féminisme. Mais à l'époque, les problèmes étaient relativement simples. Il fallait libérer la femme du mari, du patron et du curé. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut aussi les libérer d'elle-même. Une femme qui porte un voile, est-ce qu'elle le fait par contrainte de son mari ou de son frère ou de son ami? Auquel cas, c'est interdit puisque la loi de 1905 précise bien que nul ne peut être contraint ou interdit de pratiquer une religion. Donc, obliger quelqu'un à respecter une religion est contraire à la loi. Donc, il faut que la République fasse appliquer ses lois. Si elle le fait volontairement, on peut considérer effectivement que c'est dommageable par rapport à un combat féministe, mais si on veut régler les choses, c'est pas par des lois d'interdiction. On peut éventuellement régler ce que les gens ont sur la tête, mais tant qu'on n'a pas réglé ce que les gens ont dans la tête, on n'a rien réglé du tout. Donc il faut effectivement faire un travail d'empathie, un travail de compréhension qui permette au bout du bout à des gens de se déterminer par eux-mêmes. Et puis voilà, et puis bon, à chacun de considérer que c'est à expliquer et à pouvoir fonctionner aussi dans un respect des uns et des autres. Bref, agissons pour une République qui reconnaisse les gens dans leur diversité, mais en même temps que ce soit compatible avec les exigences des autres, et on fera possible. Mais pas par des mesures d'interdiction et pas par la répression, on ne fera que provoquer les phénomènes inverses. Merci.
Avant de prendre une autre question, j'aurais une petite demande de précision pour Maître Gutmann. Vous parliez tout à l'heure parce que c'est aussi ça la laïcité, c'est le cas de Dieudonné qui tombe sous le coup de la loi pour provocation à la haine raciale, j'imagine. Et donc ma question c'était, pourquoi il tombe sous le coup de la loi? Est-ce que c'est pour ses opinions ou parce qu'il les manifeste de façon publique ou parce qu'il les manifeste en tant que personnage public? Alors, en l'espèce, Dieudonné, c'était sur l'injure publique, la discrimination qui lui était opposée, hein, d'accord? Alors, en fait, ce qu'on lui reprochait, c'est la diffusion publique fatalement face à un public, mais surtout d'avoir visé des gens en considération de leurs croyances, exclusivement. Vous pouvez me viser en considération de mes engagements personnels, mais me viser en ma qualité de personne croyante, vous ne pouvez pas le faire. Et c'était ça la singularité de ce débat. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des exemples en droit français en fait, où il y aurait des juges qui se seraient prononcés en fait, sur le foulard? Est-ce que c'est un signe de prosélytisme ou pas? Donc ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est un lien aussi avec cette notion de prosélytisme. Il y avait la notion tout à l'heure, alors je reprends un petit peu, où au tout début on parlait, le premier exposé qu'en 2004, il y avait la loi qui avait notamment interdit le foulard islamique à l'école. Alors j'ai cru comprendre que parce que c'était un signe religieux ostensible, donc je voulais savoir si en droit français il y avait une différence de notion entre le prosélytisme et le signe ostensible par rapport au foulard islamique. Merci. Alors vous avez raison, chère madame, c'est ce que je voulais souligner. Hein. On s'est penché sur le problème de... La Cour européenne, en fait, elle s'est penchée, la Cour européenne des droits de l'homme, elle retient que le port de certains vêtements, par exemple le foulard, par exemple la kippa ou le turban, relève de l'accomplissement d'une pratique religieuse. C'est donc l'accomplissement d'une pratique religieuse et n'est pas pour autant l'expression publique de l'appartenance à une religion. Ce qui veut dire en soi que porter un foulard, ou porter une kippa ou un turban n'est pas caractéristique d'un comportement prosélyte. Et précisément également dans l'entreprise, vous avez raison, on a le droit, dans l'entreprise neutre, nous sommes d'accord, hein, pas en service public, nous avons le droit de porter un foulard ou autre, dans l'hypothèse bien sûr, hein, où ça ne nuit pas aux principes d'hygiène et autres, hein, d'accord? Mais dans cette hypothèse-là, s'il n'y a pas de trouble objectif, bien sûr, dans une entreprise, vous pouvez porter un signe ostentatoire. Alors maintenant, sur le signe ostentatoire ou le signe... C'était signe ostentatoire et... Prosélytisme et ostentatoire. Oui, signe ostentatoire et prosélytisme. Comme je viens de vous répondre, non. Le signe ne justifie pas a priori que vous êtes dans le prosélytisme. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Merci. Je vais ajouter un mot. Il faut qu'on distingue ostensible et ostentatoire. Ostensible, c'est ce qui est vu. Donc chacun peut l'interpréter comme il veut. Ostentatoire, c'est la volonté de marquer une appartenance et de chercher à convaincre son appartenance. Donc ça peut poser davantage de problèmes. Mais la question du prosélytisme est une question beaucoup plus large. On dit que le prosélytisme devrait être interdit dans l'entreprise. Mais qu'est-ce que c'est que l'activité syndicale, sinon que faire du prosélytisme? Donc ce qui doit être interdit, c'est un prosélytisme qui contraint par la violence, par différentes mesures, par la contrainte des personnes à accepter telle ou telle position, pas l'acte d'essayer de convaincre des personnes sur ces positions justes. Donc il faut se méfier des mots. Dire que il peut y avoir un prosélytisme qui soit tout à fait convenable en démocratie, c'est même le fondement du débat démocratique que d'être différent et que de vous chercher l'autre à convaincre de ses idées. Par contre, on ne peut pas le contraindre à penser ce qu'on veut. Mais alors du coup, si je puis me permettre, pour rebondir, pour qu'on comprenne bien, parce que là, il y a une triple distinction maintenant. Ostensible, alors là, c'est très clair, c'est ce qu'on voit. Bon, ça, a priori, on voit tous la même chose. Ostentatoire... Non, chacun interprète ce qu'il... Alors, déjà dans l'ostensible, mais dans l'ostentatoire, là, on est beaucoup plus dans l'interprétation, puisqu'il s'agit d'imputer une volonté, une intention. Et alors, est-ce que c'est si clair que ça, la distinction, du coup, entre ostentatoire et le troisième terme, le excusez-moi, moi je voudrais préciser quand même que le prosélytisme, excusez-moi, suppose la contrainte.
A contrario, le débat contradictoire, c'est autre chose. Donc pour moi, quand je parle du concept de prosélytisme, il a une dimension un peu négative, hein, vous l'avez compris. Hein. Bien sûr qu'on est tous favorables au débat contradictoire, c'est d'ailleurs notre présence. Hein. Le prosélytisme est un sens négatif, selon moi. Oui, sur la distinction, et c'est effectivement, je l'ai dit dans l'intervention, c'est-à-dire que les sœurs qui soignaient dans les hôpitaux, dans les années 60, ça ne posait pas de vrais problèmes, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'infirmières. Et donc, on s'en accommodait parfaitement. Aujourd'hui, ça paraît très invraisemblable. Donc, je pense qu'il y a aussi un débat intellectuel, mais en démocratie, c'est le débat qui a demandé, le débat contradictoire, qui doit déboucher sur une position, et l'intérêt général, il doit être fixé effectivement par le débat démocratique, qui est sanctionné par une loi éventuellement, ou en tout cas par une recherche de ce qui est acceptable par le plus grand nombre, acceptable par tous, parce que défini par le plus grand nombre. On a beaucoup parlé de l'expression, de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Moi, j'aurais voulu aborder dans le même axe de réflexion la question justement de la non-expression de ce que chacun peut garder ou non secret dans sa sphère privée. Et dans cet axe, on arrive un peu à la question de la surveillance, qui rejoint un peu, on avait commencé à parler du cyberespace, de ces deux sphères, du privé et du public, qui se rejoignent de la même manière. Il y a aussi ce débat autour de la loi sur la dissimulation des visages dans l'espace public. Et donc la question de l'identité, est-ce que l'identité appartient entièrement à la sphère publique? Est-ce qu'elle doit toujours pouvoir être contrôlée, être surveillée? Ou est-ce qu'une partie de cette identité peut être gardée dans la sphère privée, pour chacun, pour lui-même, secrète? Et comment le droit, du coup, se positionne aujourd'hui? Une question très vaste, mais très intéressante. Une question sacrément compliquée, malgré tout. Il y a deux identités, en fait. Il y a l'identité administrative, si j'ose dire, et celle-là, quelque part, rentre un petit peu dans la dimension publique. Hein, on doit avoir des papiers, des documents administratifs, se justifier. A contrario, il y a l'identité intime, et celle-là, par nature, ne rentre pas dans la sphère publique, mais rentre dans la sphère privée. Voilà. Mais oui, puis on pourrait même... l'identité, on peut la séquencer en petits éléments. Il y a l'identité psychologique qui résulte d'une construction. Il y a l'identité culturelle, l'identité sociale, l'identité biographique. Enfin, on peut comme ça. Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a qu'une identité. Moi, je pense, mais nous sommes là pour débattre. Voilà, mais c'est pour ça que je ne crois pas. Donc, c'est prêt pour débat. Bon, oui, alors l'identité juridique, d'accord. Bon. Mais l'identité, c'est soit. En plus, sur l'identité, elle est par contre en fonction de plusieurs appartenances. D'abord, on a une filiation, c'est-à-dire qu'on est né d'une famille et que dans des conditions avec un héritage culturel, éventuellement religieux, en fait, social, etc., qu'on n'en est pas prisonnier, on n'est pas assigné à résidence sur cet héritage-là, on peut construire, on peut évoluer, etc. Et donc l'identité aussi, elle se construit en permanence par la relation sociale, elle est donc fonction de différentes appartenances. Mais par contre, cette identité, pour moi, elle est unique et elle est tout à fait respectable. Donc elle doit être même préservée. Simplement, comme elle est liée à différentes appartenances, elle peut s'exprimer de façon irritante pour d'autres dans la société. Parce qu'il y a des héritages, des manifestations. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre les individus de perdre un petit peu de ces caractéristiques-là, parce que l'essentiel est préservé pour eux. Et tout individu qui a la certitude qu'il est garanti dans ses caractéristiques profondes, dans son identité, dans son intégrité, il peut accepter effectivement que pour vivre intelligemment avec d'autres, il peut abandonner de quelques caractéristiques particulières. Donc je crois que cette démarche-là doit pouvoir être faite. Par contre, sur l'expression de son identité dans l'espace public, chacun est libre d'affirmer ses points de vue ou pas. Et la loi française interdit tout recensement sur des bases ethniques ou religieuses. Donc on n'est pas obligé de se déclarer de telle ou telle citoyenne, de telle ou telle religion, de telle ou telle conviction philosophique, de telle ou telle conviction politique. Ça, c'est un choix individuel qui n'est pas obligatoirement à s'exprimer dans l'espace public. Pour rebondir, merci de ce commentaire, mais je faisais allusion à la notion d'identité. En fait, il y a un empilement de notions, parce qu'il y a effectivement l'identité administrative, mais l'identité au sens américain, qui a été inventée par le psychiatre Erik Erikson dans les années 50, et qui définissait l'identité au sens de la formation du moi, mais qui ensuite est passée du point de vue politique, c'est-à-dire l'identité politique comme affirmation dans l'espace public. Donc on a vraiment une notion très très complexe. C'est juste... Ça, c'est l'appartenance.
En Arabie Saoudite, les femmes voilées se battent dans les mêmes conditions que vous, avec les mêmes objectifs que vous, obtenir des droits nouveaux, celui de conduire par exemple. Et puis, il y a d'autres femmes voilées, le Petit Bar à Montpellier. Elles se battent pour que leur quartier, eh ben, vous y rendiez, que je m'y rende, que tout le monde s'y rende, et que ce ne soit pas un lieu que de femmes voilées. Et ça, c'est leur revendication, elles. Donc, dites-vous bien que les combats féministes, voilés ou pas, ils seront toujours aussi porteurs. Et puis, ne pas discriminer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'effectivement, il n'y a pas un souci de se dire que, est-ce que quand on se voile, il n'y a pas une pression sociale? Pas une pression du père, de la mère. Je demande pardon. Aujourd'hui, ça, en France, heureusement, nos jeunes femmes, nos jeunes filles, nos mères, nos sœurs, vos amis, nos voisines, elles ont du caractère pour pouvoir ne pas se laisser imposer, imprimer par leur père, leur mère ou leur petit frère. Oui, la majorité quand même. Il y en a quelques-unes peut-être, c'est possible. Mais c'est plus la pression sociale et communautaire. Rappelez-vous quand même, mesdames et messieurs, que le vrai problème des tas de gens qui viennent et qui se reconstruisent une identité et qui s'affirment aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas trouvé une place, c'est aussi parce que dans beaucoup de quartiers, on l'a dit tout à l'heure, les zones de non-droit, c'est aussi parce que les gens ont perdu tous leurs droits. C'est aussi parce que former ses enfants à l'éducation, leur donner l'accès à la culture, c'est devenu très compliqué. Pour des raisons économiques, sociales, culturelles, etc. Alors, plus on a des zones de non-droit, mais pas celles où on ne peut pas aller installer la République, mais là où elle a, et on l'a dit tout à l'heure, abandonner des pans entiers, à nous de se poser la question, si la laïcité aujourd'hui ne fait pas fait et cause dans ces quartiers-là pour tout le monde, même si ça reste encore un bel ancrage pour beaucoup de gens, parce que je ne connais pas une famille qui ne se bat pas pour que ses enfants, grâce à l'école, le dernier outil, le dernier service public, leur permettent de grimper un peu plus haut. Alors, ayons une vision beaucoup plus subtile. Merci à vous. Là, Merci. Jaurès disait Merci. Jaurès disait que la République est laïque et sociale, elle ne restera laïque que si elle est sociale. Donc je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce plan-là. Ceci étant, par rapport aux femmes, j'insiste, dire que réglons toute une série de questions, discutons, et puis ne tombons pas dans le travers qu'on a dénoncé des républicains laïques d'une certaine époque. Faisons confiance, effectivement, à la capacité des femmes elles-mêmes de se libérer éventuellement de leur tutelle. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas le foulard. La réponse n'était pas le foulard, mais dans la tête de la personne. Actuellement, en France, le problème, c'est pas les femmes voilées. Le problème, c'est tous les autres personnes qui vont aller voter et qui en ont, à cause de ça, à tort ou à raison. Mais beaucoup de gens de chez nous vont aller voter Le Pen. Et vous ne nous apportez toujours pas de solution. La gauche est complètement éclatée, et je pense que vous êtes de gauche, donc ça doit... Je pense que ça doit vous poser un problème. Moi, je vous l'ai dit, je m'appelle Lieberman. Et moi, Le Pen, je ne voudrais pas. Parce que j'ai connu ça. On est en train de se battre pour la laïcité, mais on n'amène aucune solution. Là, on est tous ensemble, là. On est tous d'accord entre nous. C'est pas à nous qu'il faut dire ça. C'est aux télévisions, c'est à tous les gens qui sont dans la rue et qui disent « Moi, j'en ai marre, je vais aller voter Le Pen, je vais voter Marine. » Et là, vous ne nous apportez aucune solution. Aucune, quelle que soit la personne qu'on entend, nous n'avons aucune solution. Si on continue comme ça, c'est Le Pen au mois d'avril. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être que ça ne va pas plaire, mais je crois qu'il faut arrêter de se masturber intellectuellement, il faut aller sur le terrain, il faut se battre. Voilà, messieurs, puisque vous faites de la politique, c'est votre boulot, c'est pas le nôtre. Alors, d'une part, la République exige des citoyens, et donc ça c'est le boulot de tout le monde. Ce n'est pas le boulot des politiciens, je n'en suis pas d'ailleurs, mais c'est le boulot de tout le monde. Et encore une fois, si aujourd'hui on recule sur ces plans-là, c'est parce qu'on n'a pas le travail qui est fait correctement en direction de ces quartiers qu'on a laissés. Le travail d'éducation populaire a permis à toute une génération
de pouvoir gravir socialement parce qu'elle contribuait justement à l'émancipation individuelle et à la formation qui permettait de pouvoir accéder à d'autres fonctions. Aujourd'hui, on a abandonné ces quartiers, on a abandonné toute une série de pratiques qui font que l'éducation populaire a beaucoup de difficultés à fonctionner et on ne donne pas les moyens. La politique de la ville est souvent tout à fait utile, mais ça paraît, encore une fois, comme les gens de l'extérieur qui viennent apporter la bonne parole et qui peuvent être perçus comme des néocolons. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Après, sur le reste, c'est pas par des formules incantatoires qu'on pourra trouver des solutions. Il faut aller au charbon, oui. Mais vous savez, par rapport à ces comportements que vous jugez tout à fait inacceptables, que je peux tout à fait partager avec vous, mais c'était à peu près la situation en 1902-1904 par rapport à des congrégations qui voulaient effectivement diriger complètement le fonctionnement de la société parce que l'Église catholique prétendait représenter à elle seule la nation. Les républicains, en 1905, ont eu la clairvoyance politique de dire c'est pas par la répression qu'on va gagner, c'est par la conviction, c'est par le travail en commun, c'est par l'action commune. Et par rapport à ça, développons la vie associative dans ces quartiers, faisons en sorte que nos assemblées, elles ne soient pas monocolores, mais qu'elles soient effectivement très diverses dans la société, à la fois par rapport aux âges et par rapport aux engagements. Et vous verrez que les choses vont progresser. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais les choses progresseront. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'instrumentalisation aujourd'hui, le hold-up que pratique Marine Le Pen sur la laïcité, ça n'est pas la laïcité. C'est une instrumentalisation qui est une croisade dirigée contre les musulmans. C'est le contraire de la laïcité, qui est un facteur d'émancipation individuelle, qui est un principe juridique qui permet de garantir les libertés. Ça n'a pas une vocation à préserver une identité française qui serait uniquement par un récit national, uniquement fait de Gaulois. La laïcité, aujourd'hui, elle permet l'expression de la diversité. Notre histoire, elle est bâtie de relations communes, diverses. Valorisons ça. Et vous avez raison sur le fait que les télévisions montrent toujours ce qui ne marche pas dans les quartiers, alors que ce qui s'y passe, c'est un travail intéressant, un travail des fois formidable, des progressions, on n'en parle jamais. Donc menons ce combat, à la fois vers les pouvoirs, vers les médias, mais vers l'action citoyenne. Allons dans les quartiers, créons des associations, et on verra que demain les situations iront mieux. Et que les gens aujourd'hui ne supportent pas ça, eh bien il faut les convaincre qu'ils ont tort, qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est par l'empathie qu'on fera progresser les choses. Parce que tous les grands discours, aussi rationnels soient-ils, ne modifient pas des comportements individuels. On ne peut pas contraindre des consciences, on ne peut que convaincre. Et ce travail, il n'est pas suffisamment fait. À nous, dans des assemblées comme ce soir, d'aller effectivement développer un petit peu un vrai travail de quartier, un vrai travail. Ce qui a été fait au cours du XXe siècle, vous savez, les ciné-clubs en milieu rural, les matchs de foot ont beaucoup plus fait que des grands discours sur la laïcité pour faire partager la laïcité à la France rurale. Ce travail, aujourd'hui, il faut le reprendre et ça fait partie des volontés d'associations comme la Ligue de l'enseignement, comme d'associations laïques, de reprendre ça. On ne le fait pas assez, faisons-le davantage. Merci.